Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le verdict est tombé après la tempête Xynthia. 915 maisons seront détruites en Vendée, 595 en Charente-Maritime, soit plus de 1500 au total. Les zones vont retourner à l'état naturel. Détails et réactions dans un instant. Le bouclier fiscal est-il efficace? Les premiers chiffres sur l'expatriation fiscale ont été livrés. En 2008, on a compté davantage de retours de grandes fortunes en France, mais aussi davantage de départs. Le dernier rapport de la mission de lutte contre les dérives sectaires, 500 000 Français seraient touchés, directement ou indirectement. Enquête ce soir sur la pratique des faux souvenirs induits, ces manipulations mentales qui coupent les victimes de leur entourage. Une révolution en cours au Kirghizistan, en Asie centrale. Le Parlement, le palais de justice, la télévision ont été pris d'assaut. La police a tiré sur la foule, il y a au moins 100 morts. C'est la belle histoire du jour, un Français érigé en héros à New York. Il a sauvé une fillette de la mort en plongeant dans les eaux glacées de la rivière Hudson. Nous irons sur place. Enfin, phénomène de la diététique. Que vaut vraiment le régime Dukan? 1,5 million d'exemplaires vendus en France. C'est le dossier de cette édition. Bienvenue dans ce journal et avant de développer ces titres, la fin de la prise d'otage à la prison de la Santé à Paris. Elle aura duré 5 heures. Un détenu considéré comme dangereux retenait depuis la fin de matinée un médecin psychiatre. Le quartier avait été bouclé, les troupes d'élite étaient sur place. Tout s'est finalement terminé sans violence. Zindine Boudaoud, Michael Cario avec notre bureau à Strasbourg. Les hommes de l'anti-gang n'ont pas eu à intervenir. Après plus de 5 heures de négociations à l'intérieur de la prison de la Santé, Francis Dorfer s'est livré à la police. Son otage, un médecin psychiatre, est sain et sauf. La négociation a joué son rôle, le détenu s'est rendu. Donc c'est un soulagement à la fois pour nous tous, mais surtout pour la famille du médecin. Le médecin est en bonne santé. C'est voilà, une belle opération de réussir à nouveau pour les forces de l'ordre et pour l'administration pénitentiaire. Francis Dorfer est un détenu dangereux. Âgé de 26 ans, il a été condamné à plusieurs reprises pour viol puis pour le meurtre d'un co-détenu. Il purge une peine de 30 années de réclusion. Et il avait déjà 2 prises d'otages à son actif. La dernière en novembre 2009 à la centrale de Clairvaux. Ce matin, armé d'un poinçon qu'il s'était confectionné, il prend en otage le médecin avec lequel il avait rendez-vous et il exige d'être transféré en Alsace, plus près de son épouse et de leur enfant. Pour cette nouvelle affaire, il encourt quelques années de prison de plus. On en vient à la principale information de cette fin d'après-midi. Je vous le disais, 5 semaines après le passage de la tempête sur le littoral atlantique, les autorités ont tranché. Le gouvernement et les préfets ont annoncé tout à l'heure le nombre de maisons qui seront rasées, un peu plus de 1500 au total. Loïc Delamornay. Le préfet de Vendée avait tenu à présenter lui-même la nouvelle carte des zones à risque aux élus de l'Aiguillon-sur-Mer. Après 2 heures de réunion, visage tendu, seul le maire de la commune lâche. Vous êtes plutôt content ou pas content du tout, non. Pas content du tout. Non, mais je vous laisse demain découvrir la chose comme les habitants du lieu. Rien de précis ne filtrera avant demain. L'État sait que l'annonce sera un choc pour de nombreux habitants. Chacun comprend que la primeur doit être maintenant donnée aux personnes pour qui ça va constituer un autre traumatisme, après le traumatisme épouvantable du 28 février. Pour sûr, une partie du littoral inondé après la tempête Xynthia deviendra non constructible. Ces interdictions devraient toucher en toute logique des parcelles à Saint-Sié-sur-Gironde, l'île d'Oléron et Châtelaillon, l'île de Ré, l'Aiguillon et la Faute-sur-Mer et Charon. La nouvelle carte présentera 2 types de zones à risque. Des zones jaunes où des améliorations de sécurité seront exigées, des zones noires totalement inhabitables qui devront être rendues à la nature. Les chiffres sont déjà connus. Au total, 1510 habitations seront rasées, dont 915 en Vendée et 595 en Charente-Maritime. Certains habitants attendent le couperet demain avec inquiétude. Des gens ont bossé toute une vie et on va peut-être leur annoncer que voilà, ils perdent leur maison et qu'en plus ils n'ont peut-être pas les moyens de refaire une à l'identique. La ville de la Faute-sur-Mer paiera le prix le plus élevé de cette nouvelle carte. Ici, où 29 personnes ont trouvé la mort, l'État fera détruire 674 maisons. Et les informations vont maintenant être données dans le détail. Bonsoir Stéphanie Pérez, vous êtes en Vendée, à La Roche-sur-Yon, où le préfet vient de s'exprimer. Dans quelle atmosphère tout cela se déroule-t-il ?
Bien écoutez, le représentant de l'État sait que sa tâche est très délicate. Il sait qu'il y a beaucoup d'angoisse chez la population. Il le reconnaît, ça va être un deuxième deuil. Alors depuis ce matin, vous l'avez vu, il explique. Il explique la méthode qui a conduit à l'élaboration des zones à risque et il explique le processus d'indemnisation qui va être mis en place. L'État propose de racheter les maisons au prix du marché et propose même un premier calendrier puisque les premiers habitants pourraient quitter leur domicile dès cet été. Pour les habitants qui refuseront de quitter leur domicile, eh bien, une procédure d'expropriation sera mise en place. Le préfet de Vendée s'attend à des réunions très houleuses, très douloureuses demain auprès de la population, mais il réaffiche sa fermeté. L'objectif, l'impératif désormais, c'est la sécurité de la population. Stéphanie Pérez en Vendée. Merci Stéphanie. Alors les habitants des quartiers concernés ont suivi toutes ces annonces à la radio. Certains, avant même la journée de demain, ont déjà compris que leur maison serait rasée. Au Boucholeur, en Charente, François Privat, Fabien Tormous. 60 ans que Jacques habite les Boucholeurs, son village natal. Ostréiculteur, il a toujours vécu et accepté les caprices comme les incertitudes de la mer. On est 3,25 m au-dessus du niveau de la mer ici. On n'est pas 1,20 m en dessous. Connu pour son franc-parler, il a pris la tête d'une association de défense des habitants, alors que les autorités évoquent l'éventualité de raser jusqu'à 200 maisons. On ne rase pas un village. Un village qui a 200 ans, on a mis 200 ans pour le construire. Moi je suis né dans ce village, je suis né dans la maison de mes parents que j'habite actuellement. J'ai vu mon père y mourir. Et vous croyez que je me laisserais faire raser ma maison? Non, non, non. Une vue sur la mer et une digue toute nouvelle construite dans les jours qui ont suivi la tempête pour protéger le quartier où vit la famille Ankebrand. J'ai pas perdu un canapé, j'ai pas perdu un tapis, j'ai rien perdu. On avait de l'eau au mollet. On est monté se coucher là-haut, puis on a attendu que ça passe. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de danger. Ici, on nous a jamais protégés. Et maintenant, on nous vire comme des malpropres. D'abord, ça va coûter une fortune à l'État. Ça serait beaucoup plus économique de protéger les gens là où ils vivent, là où ils veulent vivre. On habite dans un endroit qui est magnifique à vivre. On veut y vivre heureux. Et on sait qu'on peut y être heureux. Voilà. Sous la pression, le préfet vient d'ordonner une enquête complémentaire pour affiner les contours de la zone inhabitable du village. L'actualité économique, on parle beaucoup depuis quelques jours du bouclier fiscal qui vise, vous le savez, à ce qu'aucun ménage ne verse plus de 50% de son revenu en impôts. Et on s'interroge sur son efficacité en termes d'exode fiscal. Eh bien, un premier élément d'appréciation vient d'être donné, les chiffres des départs et des retours en 2008, première année de son application. Apparemment, il n'y a pas eu d'effet décisif. Jean-Paul Chapelle, Bertrand Catrice. Aujourd'hui, il revient en France. Mais c'est seulement pour la journée. Alain Lefebvre s'est exilé à Bruxelles en 2005 pour échapper à l'impôt sur la fortune et il n'a pas l'intention de faire demi-tour malgré le bouclier fiscal. Je crois que la crainte de tous ceux qui sont vraiment motivés pour être à l'étranger pour des raisons fiscales savent très bien que tout ça peut changer du jour au lendemain dans un sens, dans l'autre, en fonction du gouvernement, de droite comme de gauche d'ailleurs. Même prudence pour cet entrepreneur qui fut un des premiers à s'installer en Belgique en 1997. Si le bouclier fiscal avait existé au moment où je suis parti, je ne serais pas parti. Mais le bouclier fiscal est arrivé à peu près une dizaine d'années après que je sois parti et après que la grande vague de départ ait eu lieu. Et donc, si on est parti et qu'on n'est pas revenu spontanément, c'est qu'on se plaît là où on est. Donc, comme je me plais à Bruxelles. Et il n'est pas le seul à s'y plaire. On estime à environ 5000 le nombre de Français qui y ont trouvé refuge. Le bouclier fiscal n'a pas incité à des retours massifs. Parmi les contribuables assujettis à l'ISF, 821 ont quitté la France en 2008, 312 sont revenus, un solde négatif de 509 exilés fiscaux, c'est même un peu plus que l'année précédente, 473. Ceux qui reviennent en France pour y résider fiscalement le font très discrètement et en tout cas ne souhaitent pas s'exprimer devant une caméra. En bref, encore à propos d'économie, la grève à la SNCF a été plutôt suivie chez les conducteurs et les contrôleurs avec de 36 à 39% d'arrêt de travail, mais beaucoup moins dans l'ensemble de l'entreprise, 9% de grévistes en moyenne selon la direction. Une grève qui continue, Sudrail et la CGT l'ont reconduite pour 24 heures, mais vous le voyez, le trafic devrait légèrement s'améliorer demain avec 3 TGV et Transiliens sur 4, 2 tiers des TER et 55% des corails.
Peut-être du nouveau pour la télévision publique. La publicité, vous le constatez tous les jours, est supprimée à partir de 20h. Elle doit théoriquement l'être totalement à partir de 2011. Eh bien, cette idée est aujourd'hui remise en cause, faute de financement. Jean-François Copé, chef de file des députés UMP, annonce qu'il souhaite rouvrir le débat. Anne Guéry, Christophe Vignal. C'est le patron des députés UMP qui vient là, écorner la réforme voulue par Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, devant des parlementaires, devant les dirigeants des chaînes de télévision, Jean-François Copé a proposé de maintenir la publicité avant 20h. Moi, à titre personnel, ayant beaucoup réfléchi sur la question, je mets en débat l'idée de ne pas la supprimer dans la journée. Oui, mais là, vous vous attaquez quand même à une réforme phare de Nicolas Sarkozy, en vous attaquant à la suppression au maintien de la pub avant 20h. Non, si je peux me permettre, c'est plutôt vous qui prenez un angle là, parce qu'en fait, tout le monde a toujours été parfaitement en face pour dire que la vraie révolution, c'était la suppression de la pub en soirée. Sauf que la réforme prévoyait de supprimer aussi la réclame en journée dès 2011, mais cela coûte cher. Et Bruxelles a retoqué le financement par la taxe sur les opérateurs télécoms. Un manque à gagner de 380 millions d'euros. Alors pour les députés UMP, l'affaire est entendue, il faut garder de la publicité. Peu d'enthousiasme visiblement à l'Elysée. La volonté du gouvernement, encore une fois à ce stade, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle a été votée en mars 2009. Maintien d'un peu de publicité ou suppression totale, nouveau dilemme à résoudre avant l'été, avant la nomination du nouveau président de France Télévisions. Le dernier rapport de la mission de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes, il donne d'abord un chiffre, 500 000 Français seraient touchés indirectement ou directement. La Miviludes met aussi l'accent sur certaines pratiques dévoyées du chamanisme ou encore les techniques de purification du corps. Elle pointe aussi une pratique qui a donné lieu à des milliers de procès aux États-Unis et qui s'est développée en France depuis plusieurs années, les faux souvenirs induits. On vous persuade par exemple que vous avez été maltraité ou abusé dans votre enfance pour vous couper de votre famille. Certains gourous utilisent pour cela une plante peu connue et qui est considérée comme une drogue, l'iboga. Enquête Sophie Rodier et Arnaud Jacques. Ce rituel, elle y a cru pendant 3 ans. Un culte traditionnel gabonais qui a bouleversé sa vie. Ça me rappelle les périodes douloureuses que j'ai passées, quoi. Ce rite, c'est le bouiti. Sous l'autorité d'un chaman, un guérisseur, les pygmées consomment une mixture à base d'iboga, une écorce hallucinogène. Elle leur permet, disent-ils, d'entrer en contact avec les esprits. Grâce à cette drogue du souvenir, les chamans prétendent guérir certaines maladies psychiques. C'est ce qui a attiré cette jeune femme. J'avais un cauchemar récurrent depuis plus de 20 ans. J'avais vu des psychologues, des psychothérapeutes, enfin toute la clique de tous les médecins de l'esprit, on va dire. Et puis en fait, rien n'y a fait. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit c'est trop génial, c'est super, ça va être la panacée. Persuadée d'avoir trouvé le remède miracle, elle contacte un chaman d'origine gabonaise installé en France. L'homme lui propose de consommer la fameuse plante lors d'un séminaire. 3 jours pour 400 €. Quelques heures après avoir avalé l'écorce, elle a des hallucinations effrayantes. Là, j'ai commencé à me sentir pas très bien, pas physiquement, mais à avoir des visions qui n'étaient pas du tout nettes et claires, quoi. C'était des images de pédophilie, quoi. Des choses que j'aurais vécues petite et que j'aurais pas supporté de voir et que mon inconscient aurait mis de côté, quoi. Je suis allé voir le chaman, entre guillemets, et je lui ai dit, voilà, j'ai vu ça, ça me perturbe, c'est pas possible, quoi. Il n'a pas pu se passer ça. Il m'a dit, mais si t'as vu ça, c'est la plante qui te l'a dit, faut accepter, c'est tout, quoi. Donc imaginez qu'on vous dise ça, donc moi j'avais l'impression qu'il y avait tous les immeubles qui s'étaient écroulés autour de moi, quoi. En fait, elle n'a jamais subi de viol. C'est le principe des souvenirs induits. Un gourou amène un patient à croire à la véracité d'un souvenir imaginaire pour le manipuler. Une mécanique que ce scientifique connaît bien. Quelques grammes de poudre suffisent à provoquer de violentes hallucinations. Selon lui, le danger, c'est leur mauvaise interprétation. Le problème, c'est que ça se fait sous la direction d'individus qui eux-mêmes sont souvent convaincus d'avoir des pouvoirs mystiques, des dons hérités, donc d'avoir une toute-puissance dans leurs verbes et dans leurs paroles. Et la proximité avec des systèmes d'emprise, ce qu'on va appeler sectes ailleurs, peut être assez voisine. Le pseudo-chaman de cette femme a même tenté de l'emmener au Gabon. Ce qu'il disait, c'est que ce que nous, on vivait en France les 3 jours, c'était rien, qu'on aurait le véritable soin, travail sur soi en allant là-bas. Donc là-bas, c'était 1500 €. Il n'y a pas simplement l'argent et le business, il y a aussi la fascination qu'ont les gens envers lui.
parce qu'il dégage quand même une certaine aura. Escroquerie, manipulation mentale, soumission à un gourou, tous les ingrédients des pratiques sectaires sont réunis. Voilà pourquoi ces rituels sous iboga sont désormais interdits en France. 2 adeptes sont morts des suites d'une surdose d'iboga ces 4 dernières années. L'actualité à l'étranger avec d'abord des images qui rappellent les révolutions en Europe de l'Est après la chute du mur. Cette fois, il s'agit du Kirghizstan. Une révolution est en cours dans cette république d'Asie centrale, grande comme un tiers de la France et peuplée de 5,5 millions d'habitants. Les symboles du pouvoir ont été pris d'assaut. La police a tiré sur la foule. Il y a au moins 100 morts. Gilles Rabin. C'est du jamais vu dans un ancien pays soviétique. Une police anti-émeute bousculée et balayée par des manifestants et qui prend la fuite tout simplement. Dans leur débandade, les policiers se marchent dessus et abandonnent leurs pistolets mitrailleurs Kalachnikov dont ils viennent tout juste de se servir. Des manifestants ramassent les armes et les retournent contre les policiers qui n'arrivent même plus à se protéger eux-mêmes. La police nous tire dessus à balles réelles. Et vous savez, dans ce pays, le sang appelle le sang. Bilan officiel, 21 morts et plus de 200 blessés. Bilan, selon l'opposition, au moins 100 morts. Les manifestants réclamaient le départ du président Bakiyev, un des dirigeants les plus corrompus d'Asie centrale. Ils ont mis le feu au bâtiment du procureur général, puis investi le Parlement, au moment où parlait à la tribune précisément le président Bakiyev, qui a pu s'enfuir in extremis. En fin d'après-midi, les opposants attaquaient la télévision et un palais présidentiel vide. Ce soir, la situation est confuse. Le ministre de l'Intérieur aurait été tué. Seule certitude, plus personne ne gouverne le pays. Oui, ce soir, l'opposition affirme qu'elle contrôle totalement le pouvoir et que le président Bakiyev a quitté la capitale. Des émeutes aussi en Thaïlande. Les manifestants ont fait irruption dans la cour du Parlement à Bangkok. Après avoir brisé une grille d'entrée avec un camion, une partie du gouvernement a dû prendre la fuite en hélicoptère. Le Premier ministre a décrété l'état d'urgence dans la capitale et dans 5 provinces environnantes. Un destin étonnant maintenant, toujours à l'étranger. Vous vous souvenez sans doute du petit Elian Gonzalez. À 5 ans, il avait été repêché en pleine mer par des gardes-côtes américains après le naufrage de sa famille qui fuyait Cuba pour gagner la Floride. Cuba qui était parvenu à le récupérer. Et bien 10 ans après, l'enfant naufragé est devenu un militant modèle des jeunesses communistes, un militant mis en avant par le régime castriste. Alain Chalron. Ils étaient des centaines dans ce congrès des jeunesses communistes cubaines, mais on ne voyait que lui. C'est que ce cadet militaire n'est pas un jeune homme comme les autres. Il est le symbole de la lutte victorieuse du pot de terre Cuba contre le pot de fer, l'Amérique. Novembre 1999, une chambre à air flotte au large de la Floride. À l'intérieur, les gardes-côtes américains récupèrent un enfant de 5 ans en hypothermie. Elian Gonzalez est le seul survivant d'un groupe de boat people qui a fui Cuba. Sa mère, en particulier, est morte dans le naufrage. Arrivé à Miami, il est aussitôt pris en main par la communauté cubaine en exil, confié à un oncle. Rien n'est trop beau pour lui. On lui apprend à faire lever de la victoire et à brandir le drapeau américain. Le problème est que de l'autre côté du détroit de Floride, il y a le papa d'Elian, son plus proche parent, qui réclame naturellement l'enfant, soutenu par un Fidel Castro expressif. S'ouvre alors une bataille judiciaire qui va durer 7 mois, jusqu'à la Cour suprême. Les Cubains de Miami réclament la garde de l'enfant. Des volontaires font les sentinelles jour et nuit devant la maison, car la décision ne fait guère de doute. Elian devra retourner chez papa. Il faudra une opération quasi militaire pour le sortir de là. Le 28 juin 2000, il est accueilli à La Havane en héros. Très vite, on va le statufier, littéralement. Petit pionnier modèle, il est aujourd'hui petit cadet modèle avec déjà 2 galons. En France, une nouvelle affaire de violence en lien avec l'école. Le proviseur d'un lycée professionnel près de Bordeaux a été agressé alors qu'il quittait l'établissement la nuit. 16 points de suture. 2 personnes de 17 et 19 ans ont été interpellées. Elles n'étaient pas, semble-t-il, élèves de ce lycée. Les états généraux de la sécurité à l'école, on l'évoquait dès hier, ont commencé ce matin. Il s'agit de trouver de nouvelles mesures. Et on s'y arrête un instant, car on a souvent la mémoire courte. Mais cela fait au moins 30 ans que ces questions agitent la société
société française et 20 ans que des plans sont régulièrement proposés. Avec quels résultats? Élément de réponse, Daniel Wolfrom. Un élève a été blessé par balle à la sortie de son lycée à Lens. Un millier de lycéens exigent plus de sécurité, c'était il y a 30 ans. À la même époque, les élèves commencent à témoigner devant les caméras. Nous sommes dans un collège de Clichy-sous-Bois. Les élèves, des fois, s'en prennent après les professeurs et leur crèvent leurs pneus, par exemple. Il y a beaucoup de bagarres ici, de violence. L'agressivité, elle est de deux ordres. Les enfants entre eux, ce sont des chantages, des raquettes, des bagarres au couteau, au rasoir même. Et puis en direction des personnels eux-mêmes. La banlieue, mais aussi les centres-villes. Même à Paris se pose la question de l'encadrement. Pas assez de surveillants dans les lycées, dit-on, de pions, comme on les appelait alors. Nous ne pouvons plus vraiment les maîtriser, ce qui est peut-être un mot un petit peu fort. Nous n'avons plus de moyens d'employer une autorité quelconque sur les élèves. On nous demande toujours de maintenir la discipline sans moyen aucun. 10 ans ont passé, gouvernement de gauche ou de droite, rien n'y fait, la violence scolaire s'installe et toujours ces défilés sur ce même thème de l'insécurité. Pour manifester, parce qu'il y a trop de violence. Il y a trop de violence, il y a vraiment trop de violence. Contre la violence, tout ce qui se passe et tout. On n'est plus en sécurité à l'école. Et ça, c'est inadmissible. C'est notre avenir. Le viol d'une élève dans un lycée de Saint-Ouen provoque l'indignation des lycéens sous les fenêtres du ministre de l'Éducation de l'époque, Lionel Jospin. Ces années 90 voient le début d'une longue série de plans contre la violence à l'école. Une dizaine en 20 ans. Dès 1996, François Bayrou propose le sien, axé sur la prévention, avec la mise en place de classes relais pour les enfants à problème, de médiateurs et plus tard d'assistants d'éducation. Le tout assorti de projets professionnels avec un leitmotiv. Nous préparons en tant que ministère une campagne sur le thème du respect. Mettre en place l'école du respect. La violence scolaire ne diminuant pas, la droite, revenue au pouvoir, change de ton. Au lycée ouvert sur l'extérieur succède en 2002 une vision différente. Que nous permettions à l'école d'être dans un espace séparé, un espace clos, sanctuarisé même, je n'ai pas peur du mot en ce qui me concerne. Dans cet esprit, les plans suivants déclinent le policier référent, unique interlocuteur du proviseur, et ensuite l'équipe mobile de sécurité, dite EMS, des surveillants dissuasifs. Une partie de ces mesures provoque les réticences de certains syndicats de police. On ne peut pas se substituer à l'éducation nationale. Il y a du personnel pour cela. L'éducation nationale doit recruter, par exemple, des surveillants. Mais selon les statistiques de l'éducation nationale, 22 000 postes de surveillants ont été supprimés en 5 ans. Ils étaient 50 000 en 2004, ils ne sont plus que 28 000 en 2009, 2 à 3 par établissement seulement. Le bilan de tous ces plans alors ? 30 années pour un résultat qui n'est pas brillant. Eh bien, je vais vous dire pourquoi. La première raison, c'est que c'est un problème qui doit se régler d'abord et avant tout dans les familles. C'est d'abord une question d'éducation plus que d'enseignement. Et puis la deuxième raison, on peut quand même faire quelque chose dans le cadre de l'enseignement. Il faut faire en sorte qu'on installe des parcours au sein du collège qui permettent à tous les élèves de réussir au moins quelque chose. Prévention, dissuasion, quels que soient les plans, depuis 30 ans, la violence scolaire persiste, d'autant plus insidieuse au dire des spécialistes que l'on ne peut la mesurer avec précision. La justice, en bref, peut-être un revirement dans l'affaire de Villiers-le-Bel. La cour d'appel de Versailles a finalement ordonné aujourd'hui un supplément d'information. Il s'agit, vous le savez, de déterminer l'éventuelle responsabilité des policiers dans la collision entre leur voiture et une moto, collision qui avait tué 2 adolescents. C'était en 2007, des policiers qui avaient été mis hors de cause dans un premier temps. Il est 20h22, restez avec nous, à suivre en ligne avec Jean-Louis Etienne. Premier objectif atteint, il dépasse en ce moment le pôle Nord, nous serons en direct. Que vaut vraiment le régime Ducamp, plébiscité en ce moment par les Français? Recette miracle ou sens des affaires? C'est le dossier de cette édition. Et puis le stupéfiant Lionel Messi, 4 buts à lui seul hier en Ligue des Champions avec Barcelone. Le lutin de 22 ans a rejoint les Pelé ou les Maradona, portrait dans un instant. Mais d'abord, je vous le disais, c'est la belle histoire du jour. Un jeune Français de 29 ans, un ingénieur lyonnais, fait la une des médias américains. Ce n'est pas si fréquent. En voyage à New York, il a plongé dans l'eau glacée pour sauver une fillette tombée d'un bateau avant de repartir comme si de rien n'était. Correspondant Stéphane Bretner, Laurent Desbois.
Après 24 heures de recherche, les médias américains ont enfin mis la main sur celui qu'ils nomment le héros français. Julien Duret, 29 ans, était en vacances avec sa compagne à New York. Il s'est retrouvé au cœur d'une histoire que l'Amérique adore. Une histoire dont voici les images. Samedi après-midi, Bridget, 2 ans, et son père se promènent sur le pont de ce bateau. Un moment d'inattention et la petite fille chute dans l'eau glacée de l'East River. Elle était allongée dans l'eau, sur le dos, et regardait vers moi. Et vous pensiez à quoi? Je n'arrivais pas à y croire. Julien Duret, qui se promène sur le quai, se jette à l'eau avant que le père ne l'imite à son tour. Les 2 hommes attendront les secours quelques minutes. Et pendant que l'on s'occupe de la petite fille, le touriste français monte dans un taxi et disparaît. Je voudrais lui dire merci, même si je ne le connais pas. C'est lui qui était à côté d'elle, il lui tenait la tête hors de l'eau. J'ai de la chance, j'ai fait une grave erreur, et grâce à Dieu, j'ai pu la réparer. Julien Duret est aujourd'hui quelque part en France. David Anderson jure, lui, qu'il ne quittera plus jamais son enfant des yeux. Les sciences avec le premier vol habité d'un avion propulsé à l'énergie solaire. Solar Impulse, c'est son nom, est resté dans le ciel 1h30. Il est grand comme un Airbus, mais pas plus lourd qu'une voiture. Frédéric Monteil, Mathias Barrois. Il ressemble à un planeur, mais c'est bel et bien le premier avion au monde à voler grâce à des capteurs solaires sans une goutte de carburant. Ce matin, en Suisse, décollage réussi pour le Solar Impulse. À bord, un seul pilote, vitesse 70 km/h, et après 1h30 de vol, place à l'émotion. L'avion est posé là comme il était au décollage, puis il y a eu 1h30 de rêve au milieu. Ce vol vient couronner 7 années de travail. L'équipe a dû bâtir ses ailes de géant, recouvertes de cellules photovoltaïques. L'envergure d'un Airbus, le poids d'une voiture, la puissance d'un scooter. Aucun industriel de l'aéronautique ne croyait au projet. Finalement, le Solar Impulse a été conçu par un spécialiste des bateaux de course. Ses créateurs imaginent déjà un autre défi, un tour du monde avec un nouvel avion solaire, rechargeant ses batteries le jour pour voler la nuit. Autre explorateur et autre aventure, Jean-Louis Etienne a déjà en partie gagné son pari. Il est en train de franchir le pôle Nord durant ces toutes dernières heures à bord de son ballon, à quelques centaines de mètres au-dessus de la banquise. Et la liaison fonctionne. Bonsoir Jean-Louis Etienne, vous êtes en direct. Comment allez-vous? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Bonsoir, je vous entends. Comment allez-vous 48 heures après votre départ et comment se déroule cette expédition? Je suis un petit peu épuisé parce que pour atteindre la région du pôle, il fallait voler très bas à 150 mètres d'altitude dans des vents qui sont très très forts. Il y a de violentes rafales sur le pôle. Je suis à 47 nœuds, vous voyez. Je viens de me dégager un petit peu pour me reposer. Je suis fatigué, oui. Et comment se déroulent les mesures que vous souhaitiez prendre? Est-ce qu'elles ont commencé? Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez ramener? Alors j'ai une idée précise, donc je mesure le champ magnétique terrestre, donc ce sont des capteurs qui sont installés à l'extérieur de la nacelle, ainsi que le gaz carbonique. Alors ce sont des mesures auxquelles je n'ai pas accès ici, mais qui sont stockées et qui seront exploitées par le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à mon retour. Est-ce que le ciel est dégagé? Est-ce que vous pouvez apercevoir cette banquise à l'infini qui doit se trouver sous votre nacelle? C'est magnifique, magnifique. Alors j'avais du beau temps ce matin et ça s'est couvert à partir de 10 heures avec une tempête sur le pôle. Je vous dis, là actuellement, j'ai 49 nœuds de vent. Donc moi je suis dans la veine de vent. Ce qui est formidable par rapport au bateau, si vous voulez, c'est que je suis dans le vent, donc je ne sens pas du tout ce vent. Alors vous vous rendez compte, il est à presque 80 km/h. Eh bien, on vous souhaite le meilleur pour la suite de cette expédition, Jean-Louis Etienne, et on vous dit à bientôt. Merci. À très bientôt, bonsoir. Le dossier de cette édition maintenant, et il concerne la diététique avec le phénomène Dukan, le docteur Dukan. C'est le nouveau régime à la mode pour perdre du poids. 1,5 million d'exemplaires vendus. C'est une remise au goût du jour du régime protéiné. Dukan au banc d'essai, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Nabila Tabouri et Loïse Mallet. Dans la guerre contre les kilos en trop, chaque année, les unes de magazines vous proposent la meilleure formule minceur avant l'été. Après Montignac, Weight Watchers ou Atkins, voici la méthode Dukan. Mon régime, si vous voulez, c'est 4 phases. 2 phases pour maigrir, 2 phases pour ne pas regrossir.
Un régime à base de protéines consigné dans un petit livre devenu la Bible de ceux qui ont des kilos en trop. À chaque dédicace, les fans sont au rendez-vous. J'ai perdu 4 kilos. 10 kilos en 3 mois. Un peu plus de 12 kilos. C'est super. C'est vrai, vous aimez bien? J'ai perdu 15 kilos. 2 millions d'exemplaires vendus, 5 millions d'adeptes, un succès porté par le simple bouche à oreille. Pour obtenir un corps de sylphide, 4 phases sont nécessaires. L'attaque, 3 à 10 jours de repas composés exclusivement de protéines animales. La croisière, les légumes crus ou cuits sont réintroduits. La consolidation, avec des fruits et un peu de féculents. Et enfin, la stabilisation, on mange de tout, mais on conserve à vie un jour de diète protéinée par semaine. Et c'est bien, ça fait plus de 4 kilos cette fois-ci. Hein? Le docteur Ducamp ne fait pas que vendre des livres, il consulte aussi. Grâce à son régime, cette jeune femme de 29 ans a perdu 33 kilos en un an. Quand on est grosse, on ne se rend pas forcément compte de l'état dans lequel on est. Et c'est vrai qu'une fois tous ces kilos perdus, on réapprend à vivre sa vraie vie en fait. Dans cette diète aux protéines, le corps ne reçoit pas de sucre, or il en a un besoin vital. Il va donc utiliser les graisses existantes pour fabriquer ce sucre, d'où une fonte rapide des graisses. D'autre part, l'assimilation des protéines demande au corps plus d'énergie, ce qui signifie brûler plus de calories. Un régime alimentaire déséquilibré, et ça, le docteur Ducamp l'assume. Ils veulent pas un régime qui les fasse mourir à petit feu, ils veulent pas de l'équilibre, parce que s'ils aimaient l'équilibre, s'ils avaient accès à l'équilibre, ils seraient jamais devenus gros. Alors par contre, quand en 4 jours ils ont perdu 2 kilos, d'abord dans les 2 kilos qu'ils ont perdus, il y en a 1 kilo d'eau, il y a 1 litre d'eau qui est parti parce que les protéines chassent l'eau. Donc cet effet-là, il me sert à moi de starter. Le régime Ducamp est-il risqué pour la santé? Nous avons posé la question à un médecin nutritionniste. Le fait d'avoir un déséquilibre alimentaire, de ne pas avoir assez d'acides gras essentiels, de ne pas avoir de vitamines et de minéraux, des légumes et des fruits, augmente les risques de cancer ou de maladie cardiaque. Si vous suivez ce type de régime pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous n'augmentez pas vos risques. Mais en revanche, si vous le suivez pendant des années, là, effectivement, du fait du déséquilibre, le risque existe. Avec 22 millions de Français en surpoids, dont plus de 6 millions d'obèses, beaucoup sont cependant prêts à courir le risque. Du football, toute la presse internationale est à court de superlatifs. Lionel Messi, consacré meilleur joueur du monde, on en a parlé ici même, a rejoint les plus grands de l'histoire hier en marquant 4 buts en un seul match et en qualifiant Barcelone pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Portrait d'un lutin qui enchante la planète football, Audrey Richier, Philippe Jasselin. Comme un enfant, Lionel Messi garde précieusement en main le ballon de ses exploits. Une fois encore, le public barcelonais scande le nom de son génie. 4 buts en quart de finale, du jamais vu. Pied gauche, pied droit, de loin, de près. À lui seul, il envoie Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. Un beau cadeau pour son club qui l'accueille dès l'âge de 13 ans et s'engage à soigner la maladie qui l'empêche de grandir. Mission accomplie. À 22 ans, Messi est une star internationale. Ballon d'or européen, meilleur joueur de l'année 2009 et une comparaison qui revient souvent avec Diego Maradona. Même gabarit, petit et trapu, même vivacité, même aisance balle au pied et des buts qui font vibrer la planète du football. Aujourd'hui, les exploits de Lionel Messi sont dans toutes les conversations. Les petits amateurs de foot rivalisent d'imagination pour évoquer les qualités de leur idole. Son accélération, sa force, son efficacité, sa facilité de marquer les buts, sa technique. Je voudrais être à sa place. Avec Barcelone, Messi a déjà tout gagné. Pour devenir l'égal de Maradona, il ne lui reste plus qu'à remporter la Coupe du Monde sous le maillot de l'Argentine. Oui, 22 ans seulement, on n'a pas fini d'en parler. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Le verdict est tombé après la tempête Cynthia. 915 maisons seront détruites en Vendée, 595 en Charente-Maritime. Plus de 1500 donc au total. Les zones vont retourner à l'état naturel et les propriétaires seront informés un par un demain. Merci à tous. Tout de suite la météo. Tania Young nous annonce que nous sommes sur la bonne voie. À 20h35, un téléfilm Le ciel sur la tête avec Charlotte de Turckheim et Bernard Lecoq. 22h10, Guillaume Durand. Minuit et demi, Philippe Lefay. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.